Donc le premier que je voulais vous montrer, c'est Subversion. Alors pourquoi? Parce que ça va permettre de repasser un certain nombre de messages sur l'utilisation d'un gestionnaire de sources. Et puis je vous ai dit, il est encore un peu utilisé de temps en temps dans un certain nombre de stages dans lesquels vous trouverez, vous serez amené à utiliser Subversion. Donc Subversion, il est sur un modèle dit client-serveur. Ça veut dire que on a quelque part un serveur qui va avoir le code source, l'ensemble de l'historique du code source de l'application, et puis on va avoir des développeurs qui vont pouvoir récupérer un état de ce code source, travailler dessus et renvoyer cet état de ce code source. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur votre PC de développeur, vous aurez généralement un répertoire SVN qui va permettre d'avoir les informations de l'état du serveur, où est-ce qu'il faut se connecter, etc. Et puis, on va avoir les éléments sur cette, voilà, au sein de cette partie-là. Ce qui sera différent d'un élément comme Git, c'est qu'on n'a pas l'ensemble de l'historique du projet sur chacun des postes des développeurs. Le principe, c'est qu'en fait, au niveau du serveur, on va conserver non pas plein de versions, ce qui serait relativement coûteux en place, mais des versions et puis des patchs pour aller jusqu'à la version suivante. Donc ce qui va être stocké côté serveur, c'est vraiment un historique du type, voilà, j'étais dans tel état, et puis si j'applique tel patch, tel patch, tel patch, tel patch sur mes artefacts, ça me permet d'aller dans tel état. Et donc quand on va récupérer une version, il va nous reconstruire, par exemple si on veut la version V2, cet état-là qu'on souhaite. La façon dont on travaille, le workflow, le processus dans lequel on travaille pour SVN, c'est que on édite d'abord et on fusionne après. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on va faire un checkout, on va récupérer une copie privée sur son poste de développeur, etc. On va pouvoir travailler dessus. On va pouvoir à un moment faire un update pour récupérer les nouvelles versions de travail, etc. Et puis à un moment, on va faire un commit, et là on va envoyer les informations vers le poste du développeur. Ce qui sera un process un peu différent pour ceux qui ont l'habitude de Git, où dans Git, je récupère mon état de travail, je fais mes modifications locales, puis je commit, et puis après, je refais un pull pour récupérer mes informations. Donc le process est un peu différent sur cette partie. On a des problématiques, on a des principes de révision et de tag. Donc les révisions, c'est qu'à chaque fois qu'on va modifier un fichier de code source, il va être incrémenté. Et donc on va pouvoir récupérer tel fichier source dans telle révision. Et puis on a une notion de tag qui va permettre de marquer un ensemble d'artefacts en disant vous appartenez tous à tel tag. Et donc ça va permettre de dire moi je veux récupérer le code source de mon application qui avait le tag Intel, et dans ce cas-là, il va récupérer la version 1.2 de ce fichier-là, 1.3 de ce fichier-là, etc. Pourquoi 1.3 et 1.2? Parce qu'elles avaient été incrémentées. Il y a un fichier qui a été davantage modifié qu'un autre lors de commit. Donc, l'idée de base, c'est que les numéros de révision, là, ceux dont je viens de parler, c'est-à-dire les versions 1.2, 1.3, n'ont rien à voir avec les versions du logiciel. Ça va être des tags qu'on va mettre autrement, mais les révisions, c'est vraiment un index qui est auto-incrémenté à chaque modification de la ressource en question. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand on fait du SVN? Je vais pouvoir récupérer, par exemple, une version particulière d'un élément, et puis au bout d'un moment, je vais pouvoir faire ma modification et faire un check-in dessus, les renvoyer. Pour autant, si je récupère une version précédente et que celle-ci a continué à évoluer, quand je vais vouloir faire un check-in, je ne pourrai pas parce que je ne serai pas à jour sur celle-là. À l'inverse, si je travaille sur une branche qui n'a rien à voir, etc., je suis dans ma branche, je peux travailler, donc je peux renvoyer mes modifications là-dessus. Et donc, en cas de conflit sur le check-in, je suis obligé de faire un update là-dessus, récupérer toutes les modifications qui ont été faites. Si elles sont en conflit avec les miennes, réappliquer ces éléments-là, et puis derrière, pouvoir refaire un check-in simplement. Ce qui est important aussi, on verra, il y a une notion de lock dans SVN, et par défaut, le fait de faire de récupérer, de faire un check-out, ne lock pas les fichiers de la base, c'est-à-dire que d'autres pourront récupérer ces fichiers et les éditer. Donc il y a un risque de conflit là-dessus. Donc dans un développement idéal, la partie arborescente ici représente
la structure de notre code source, des différents fichiers qu'on va avoir à ce niveau-là. Dans un développement idéal, le développeur A fait un checkout, le développeur B fait un checkout. Il va travailler, ils ont communiqué avant, et donc lui va dire, moi je travaille sur telle partie du code source, lui va travailler sur une autre partie du code source pour être sûr de ne pas avoir de conflit. Ce qui va permettre, quand le développeur A fini, qu'il puisse envoyer ces informations de l'autre côté, ce qui va permettre au développeur B aussi d'envoyer ces modifications là-dessus. Quand ils vont faire des updates, ils vont récupérer la copie à jour, on n'a eu aucun conflit. Dans la vie réelle, qu'est-ce qui se passe? Très souvent, on a beau avoir communiqué, on a beau essayer de travailler correctement, on se retrouve à éditer les mêmes versions, les mêmes codes sources, les mêmes parties du même code source. Ce qui fait que le développeur A, lui, il a travaillé, il va pouvoir renvoyer ses modifications. Le développeur B, quand il a travaillé sur cette même version, mais qu'il avait récupérée de manière antérieure, quand il veut faire un check-in pour renvoyer ses modifications, le serveur lui dit pas du tout, t'es pas à jour. Donc il est obligé de faire un update. Très souvent, malheureusement, si on a travaillé sur les mêmes versions de code source, on se retrouve à avoir des conflits. Et donc il va devoir résoudre ces conflits. Une fois qu'il a résolu ces conflits, il va pouvoir, ce coup-ci, renvoyer les éléments de l'autre côté. Qu'est-ce que ça veut dire derrière ça? Premièrement, ça veut dire que vous n'avez pas intérêt à rester désynchronisé trop longtemps de code source. Vous avez intérêt à faire des updates souvent. Pourquoi? Parce que ceux qui n'ont jamais fait de la résolution de conflit, dans la résolution de conflit de code source, on est encore quand même, quoi qu'on en dise, relativement à l'âge de pierre. On va avoir 3 fenêtres qui s'ouvrent, l'état du code source sur le serveur, l'état de votre code source, et puis un état de code source au milieu, avec la capacité à prendre des parties gauche, des parties droites pour résoudre le conflit. On fera une petite démo à un moment avec un outil comme MELD. On s'en sort, mais si on a énormément de conflits, c'est long. Donc si vous avez récupéré le code source en début de semaine, vous avez travaillé toute la semaine, et à 18h, vous dites, ça y est, je vais committer mon travail, vous avez de grandes chances en fait de plutôt finir à 21h, parce que au moment où vous allez commiter, vous allez vous retrouver avec toutes les modifications de l'ensemble des développeurs. Donc vous avez intérêt à faire des updates réguliers, et si possible aussi faire des check-ins réguliers. Sauf que on va faire des check-ins, et ce sera pareil au moment où on va faire des commits dans Git, etc. À un moment, on va essayer de faire en sorte que ces check-ins racontent une histoire. Donc on va pas faire un check-in parce qu'il est 18h, on va faire un check-in parce qu'on a fini une user story, par exemple, une fonctionnalité à implanter, on va faire en sorte que le check-in représente les modifications qu'on vient d'apporter, représente de manière cohérente toutes les modifications qu'on a dû faire pour implémenter une nouvelle fonctionnalité. Histoire que l'historique, quand on va se replonger dessus 2 ans après, raconte une histoire. Dernière chose importante, vous verrez que dans certains IDE, on vous offre la possibilité de dire « Ok, il y a un conflit, mais tu peux forcer la modification ». Que fait quand on fait quand on lui demande de forcer le check-in? En gros, il ignore toutes les modifications qui ont été faites par le développeur A et il met les vôtres à la place. Certes, ça vous permet de partir à 18h le vendredi soir. Sauf que, je peux vous garantir une chose, c'est que quand on se rend compte de ça, vous pouvez être sûr que vous allez avoir un architecte technique qui va bien regarder tout l'historique. Le jour où il va se rendre compte qu'il a perdu une modification qu'il avait faite, même s'il s'en rend compte que 6 mois après. Et puis, si vous êtes encore dans l'entreprise, vous aurez le droit à une belle soufflante, parce que c'est vraiment une pratique qu'on s'interdit très fortement. On ne réécrit pas l'histoire brutalement, sauf cas exceptionnel, en ignorant les modifications des autres. Alors je dis ça parce que par exemple dans Eclipse, sous SVN, il propose check-in ou force check-in, c'est 2 lignes l'une au-dessus de l'autre, et donc on peut vite être tenté de se dire, au moins quand je fais un force ça marche toujours. Oui, mais ça marche toujours parce que vous écrasez tout l'historique des modifications précédemment apportées. Donc on évite absolument de faire ça. Une fois qu'on va avoir fait une synchro avec un update, c'est récupérer les informations. Les fichiers que nous on a modifiés, ils vont pouvoir être dans un état unknown, added. Unknown, ils sont pas connus sur le serveur. Added, ok, ils ont été ajoutés au repos, mais pas encore poussés, donc ils sont pas connus quand envoyés. Ils ont pu être mis à jour, retirés, modifiés. Et puis évidemment, ils peuvent être dans un état conflit.
ou avoir mis dans un état mergé, c'est-à-dire que le conflit a été résolu de manière automatique. Comment est-ce qu'on résout les conflits? C'est ce qu'on a dit. Globalement, on se retrouve à faire un diff entre les deux versions, puis à devoir, à la main, choisir les parties du code qu'on souhaite garder communes entre les deux versions. C'est assez coûteux, donc on essaie au maximum d'éviter les conflits. Si on a de la concurrence sur des fichiers non texte en Git, Git n'a pas de mécanisme un peu magique sur les fichiers binaires, et donc pour lui, chaque incrément est totalement différent du précédent. Donc, il n'y a pas un réel historique sur les fichiers binaires, à part l'incrément de version. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai deux personnes qui éditent le même fichier Word, ces deux fichiers Word-là vont être en conflit, et qu'il n'y a aucun outil simple qui va nous aider à se rendre compte que l'un avait modifié un paragraphe, l'autre un autre paragraphe, et qu'on peut faire la fusion sur cette partie-là. Alors, subversion en utilisation avancée. Ce que je vais vous présenter là, c'est plutôt toute la problématique de gestion de branches, etc. Donc, première chose, en SVN, il y a un mécanisme de lock. Ça veut dire que vous pouvez mettre des locks sur des fichiers pour dire attention, celui-là, il n'y a que moi qui ai le droit de le modifier. On évite en partie de le faire, donc méfiez-vous, on le fait assez souvent sur les fichiers binaires pour éviter les problèmes de gestion d'historique des fichiers binaires. Pour les autres, on évite parce que le risque, c'est qu'en fait, seul l'administrateur du serveur va pouvoir supprimer un lock. Si par hasard vous avez locké un fichier de code source et que vous partez en long week-end ou en vacances et que vous avez oublié de le déverrouiller, en fait, les autres ne pourront pas le modifier. Donc, voilà, c'est un outil qui est puissant, mais on l'utilise pas tant que ça quand on est dans du développement de code source traditionnel. L'autre problématique, c'est la gestion des branches. Elle est extrêmement pratique, elle est simple à faire, que ce soit en SVN, on aura le même discours sur Git. Quand on fait une branche, il va faire une copie de l'état, dans un répertoire un peu à côté, ce que vous ne voyez pas sur le serveur, et puis il refera les incréments après de cette partie-là, de la partie patch de ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est très pratique, ça permet justement de travailler en branche, etc. On a des outils qui vont un peu nous simplifier la vie pour appliquer des patchs sur différentes branches, donc c'est faisable. Le premier point sur lequel je veux insister, c'est attention, une fois que vous êtes parti en branche, il va falloir planifier à quel moment vous allez rejoindre ou pas la branche. Pourquoi? Parce que comme c'est une copie, toutes les modifications que vous allez faire sur la branche, imaginons que c'est pour tester un framework différent, etc., la branche de base, par exemple, va continuer à évoluer. Le jour où vous allez vouloir remettre les modifications qui ont été faites dans une branche dans celle-là, on se retrouve un peu comme tout à l'heure, comme si on avait été désynchronisé pendant longtemps. Donc on va se retrouver avec des conflits, et notre outil avec 3 fenêtres pour gérer nos conflits. Donc, les branches, c'est un outil très précieux, mais c'est à utiliser avec précaution parce que merger les branches, ça coûte assez cher, et il faut avoir une vraie stratégie autour de ça. De nouveau, d'une entreprise à l'autre, vous verrez qu'il y a des stratégies qui sont différentes, des gens qui utilisent beaucoup de branches, et puis vous avez, si on prend l'exemple, donc Google avait beaucoup communiqué là-dessus il y a 5-6 ans, sur le fait que eux, ils avaient une stratégie où on n'utilisait pas de branches. On committait tous dans le trunk, et on avait tout un mécanisme d'intégration continue extrêmement bien fait pour être capable de vérifier à tout moment que les différents codes sources passaient bien les tests, buildaient, etc. Donc un exemple de préparation de release, on est en version 1.2 snapshot, par exemple, où on a réfléchi à un certain nombre de fonctionnalités qu'on voulait intégrer dans la version 1.2 de notre logiciel. À un moment, on va prendre la décision d'aller vers la release de la version 1.2. Très souvent, on va créer une nouvelle version 1.3 où on va continuer à ajouter des nouvelles fonctionnalités. Et puis, on va partir... Hop là, j'ai un petit bug. On va partir, en branche pour, à chaque fois, là, ne rajouter que des corrections de bugs, par exemple, pas d'ajout de nouvelles fonctionnalités, jusqu'à atteindre une version stable à ce niveau-là. Pourquoi est-ce que dans ce cas-là, ça se passe
plus facilement, parce qu'on est bien dans des versions où on a prévu de ne pas remerger. À la limite, tout ce qu'on a à faire, c'est que les bugs qu'on corrige dans la version 1.2 RC1 Snapshot, il faut avoir une stratégie pour aussi les rappliquer sur la branche de base, parce que très souvent, les bugs étaient aussi présents dans la version, dans la branche principale. Autour de, il y a pas mal d'outils autour d'SVN, des outils graphiques. Donc par exemple dans Eclipse, que certains ont pas mal utilisé dernière, il y a évidemment un plugin pour utiliser SVN. Il y a évidemment la même chose dans VS Code, dans IntelliJ, etc.